tous, merci pour votre fidélité. Bienvenue dans EcoSanté, votre émission de sensibilisation et d'information sanitaire qui vous accompagne dans la compréhension des problèmes de santé, mais aussi la prévention des maladies et l'adoption des gestes favorables pour votre bien-être. Aujourd'hui, nous abordons un sujet majeur pour la santé publique. Il s'agit de la drépanocytose, une maladie héréditaire. La drépanocytose, comprendre la maladie et adopter les bons gestes de prévention. Et pour aborder ce thème, j'ai l'honneur de recevoir dans ce beau cadre de la radio-télévision Héritage un éminent personnel de santé. Il s'agit du docteur Jean Kabamba. Il est médecin généraliste, spécialiste en drépanocytose, détenteur d'un diplôme interuniversitaire. Il est président de Upcycle, qui est une association de lutte contre la drépanocytose. Il est membre de l'association de lutte contre la drépanocytose, mais aussi du réseau de la solidarité contre la drépanocytose. Avec lui, nous allons devoir développer ces sujets qui est tantôt ignoré, tantôt méconnu et interprété d'une manière ou d'une autre. Bonjour docteur Jean. Bonjour, merci Chris. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous docteur, nous allons aborder un sujet majeur de santé publique. Merci beaucoup. Docteur, avant d'entrer dans les vifs du sujet, comment pouvons-nous définir la drépanocytose et pourquoi est-il important d'en parler? Alors déjà au départ, il est important de savoir que de façon simple et facile à comprendre, la drépanocytose est une maladie du sang qui concerne l'hémoglobine. L'hémoglobine qui est chargée de transporter l'oxygène dans notre sang, qui fait partie des globules rouges, qui sont des cellules même qui aident pour le transport de ce sang. Alors à ce niveau, nous avons une mutation qui s'est faite, et ainsi, au lieu de produire l'hémoglobine AA qui est l'hémoglobine normale, nous avons chez l'individu la production de l'hémoglobine anormale qui est l'hémoglobine malade qu'on appelle l'hémoglobine S. Et c'est ce qui sera à la base de cette maladie et on appelle une maladie autosomique récessive. Ça veut dire que c'est une maladie qui est génétique et héréditaire, qui est rencontrée au niveau du chromosome 11 lors de la formation de l'hémoglobine et qui se transmet de parents à leurs enfants. Donc, une maladie génétique et héréditaire. Alors, oui. Quelle est la situation épidémiologique? Est-ce que c'est une maladie qui se vit en République démocratique du Congo ou sur le plan mondial? Quelles sont les zones touchées par cette maladie? Alors, la drépanocytose est une maladie qui se vit ici chez nous en RDC. Il est très important de rappeler que notre pays, la RDC, est le troisième pays au monde à être atteint de cette maladie. Donc nous avons beaucoup de cas de cette maladie, bien évidemment après l'Inde ainsi que le Nigeria. En Afrique, nous sommes en deuxième position. Juste après le Nigeria, c'est la RDC. Mais il est aussi important de rappeler que au monde, en Afrique, nous sommes le premier pays à avoir le cas le plus sévère de la drépanocytose. Donc lorsqu'on voit le cas le plus difficile de la maladie, nous sommes le premier pays à avoir le cas le plus complexe de la drépanocytose. Et c'est une maladie qui s'est vue ici chez nous. Ici en RDC, il est dit que les données, les études, les recherches ont prouvé que environ 30 à 40% de la population générale vit avec le gène S. Ça veut dire, si on prend au hasard 100 personnes, on a la possibilité de trouver qu'environ 30 à 40 portent le gène S et ils vivent sans pour autant savoir qu'ils portent ces gènes. Et environ 1 à 2% est malade. Ça veut dire contient le gène de la drépanocytose en double. Donc il a reçu la maladie de deux parents. Il y a donc cette population SS. Ça veut dire que c'est une maladie qui se vit ici chez nous. Et c'est dans pratiquement toutes les provinces où nous en avons, même si c'est à des niveaux pratiquement différents par rapport au pourcentage. Mais c'est une maladie que nous vivons avec. C'est une maladie qui est présente et c'est la première maladie génétique la plus répandue. Et chaque année, environ 50 000 enfants naissent avec cette maladie. Figurez-vous un peu, sur toutes les naissances que nous avons, environ 50 000 viennent au monde avec la drépanocytose qu'on appelle couramment la maladie
SS. La drépanocytose qui est un véritable problème de santé publique dans notre communauté, tel que vous venez de le souligner. Alors, comment se transmet cette maladie et comment pouvons-nous distinguer quelqu'un qui est porteur de cette maladie et d'une personne qui est saine? Alors, la drépanocytose, comme je l'ai dit dans la définition, c'est une maladie héréditaire. Pour dire que la transmission est essentiellement héréditaire. C'est ce qui la différencie des autres maladies sur le plan de transmission. Par exemple, de maladies qui se transmettent par le contact, c'est-à-dire que si on touche la personne, on peut attraper la maladie. Les maladies qui se transmettent par exemple par la voie sexuelle comme le VIH, de maladies qui se transmettent par des gouttelettes de salive. La drépanocytose n'est pas comme ça. Le seul mode de transmission, c'est l'hérédité. Ça veut dire que c'est une maladie qui est transmise de parents à leurs enfants. Et dans quelle situation nous avons cette transmission? C'est lorsque nous avons le parent qui porte le gène S, le gène de la maladie. Et ici, le cas le plus rencontré, c'est que nous avons le parent qui sont physiquement ou visiblement sains, donc qui ne portent pas la maladie, souvent des parents qui sont AS. Et dans le croisement, l'enfant va prendre un S chez un parent et un autre S chez l'autre. C'est comme ça que les deux S vont se transmettre chez l'enfant et nous avons la présence de l'hémoglobine SS et donc la transmission de la maladie s'est faite. Et des fois, il y a des situations où, lorsque nous avons déjà la transmission de cette maladie, c'est important d'en parler. Nous avons des hommes qui croient que ce sont des femmes qui transmettent cette maladie. Et certains pensent que c'est une maladie démoniaque, jusqu'à en faire des problèmes, penser que ce sont des démons et tout ce qui va avec. Ici, nous insistons pour dire que la drépanocytose n'est pas une maladie démoniaque. La drépanocytose, ce n'est pas un mauvais sort qui est jeté sur l'enfant. C'est plutôt une maladie génétique, c'est une maladie héréditaire que l'enfant hérite de ses parents. Voilà. Et par rapport, vous avez donné le scénario de transmission. Lorsqu'on a un AS, il y a une proportion d'enfants qui peuvent être SS, développer la maladie. Certains porteurs, quels sont les différents autres scénarios ou encore les différents, en médecine on parle des phénotypes, génotypes, ces différents croisements? Alors, ici par rapport au croisement, je vais d'abord revenir pour dire que nous avons trois principaux types de phénotype d'hémoglobine que je peux scinder. Le premier type, ce sont des personnes qui sont AA. Les personnes qui sont AA, ce sont des personnes qui sont normales. Ils ne portent pas le gène de la maladie. Ils sont sains par rapport à la drépanocytose. Nous avons la deuxième catégorie, ce sont des personnes AS. Ce sont des personnes visiblement saines. Donc à le voir, ils ne portent pas de maladie. Ils ne développent pas de signes de la maladie, les signes que nous allons voir par la suite. Mais ils ont la possibilité de transmettre cette maladie à leurs enfants. Et la troisième catégorie sont des personnes SS. Bon, ce sont des personnes qui ont hérité le gène S de leurs parents et donc peuvent transmettre cette maladie à leurs enfants. Mais il existe aussi d'autres types d'hémoglobine qui sont beaucoup plus rencontrés en Afrique de l'Ouest. C'est notamment le cas de l'hémoglobine C. Et là, il peut arriver que nous ayons des sujets qui sont SC et qui développent également des manifestations. Ça, il s'agit d'un autre sujet. Alors, en fonction de ces trois types d'hémoglobine que je viens de citer, nous avons des croisements qui sont autorisés pour ne pas avoir la possibilité d'avoir des enfants drépanocytaires ou les enfants qui vivent avec la drépanocytose. Alors ici, les croisements qui sont autorisés, c'est notamment le croisement d'un partenaire AA avec un partenaire AA, d'un partenaire AA avec un partenaire AS, d'un partenaire AA avec un partenaire SS ou d'un partenaire AA avec un partenaire AA. Ce cas-là, ça passe, il n'y a pas de souci. Mais le croisement qui pose problème, ce sont les croisements où nous avons un partenaire AS avec un autre partenaire AS, un partenaire AS avec un partenaire SS, un partenaire SS avec un autre partenaire SS. Là, ce sont des croisements qui sont déconseillés parce que ils ont la possibilité de mettre au monde des enfants drépanocytaires. Et les gens demandent souvent, mais par exemple, dans les cas où nous avons un partenaire AS qui se met en couple avec un autre partenaire AS, est-ce qu'il y a un certain ordre? Le premier enfant sera comment, le deuxième et tout ça? Ici, nous rappelons que la génétique est une question du hasard.
Et lorsque c'est une question du hasard, le contrôle n'est pas facile. Et même le médecin ne sait pas contrôler complètement la génétique. Surtout en rapport avec la drépanocytose. Ça veut dire, lorsque nous avons un croisement comme ça, on ne sait pas quand est-ce que l'enfant AA viendra. C'est juste une proportion qui est globale, Oui. on ne sait pas. Quand est-ce que l'enfant SS viendra, quand est-ce que le S viendra. Il peut se faire, par chance, tous les enfants sont AA. Parce que c'est la génétique, c'est un fait du hasard. Il peut se faire que le deuxième soit AS. Il peut aussi se faire que dans ces croisements, tous les enfants soient AS. Mais il peut aussi arriver que dans ces croisements, tous les enfants soient SS. Ça peut arriver. Et donc, c'est un fait du hasard. Et je pense que quelqu'un qui est prudent ne devra pas accepter de se lancer sur un terrain glissant comme celui-là. C'est pourquoi c'est très important de prendre des précautions, faire des examens qui doivent être faits, connaître son état pour ne pas vouloir jouer au jeu du hasard. Surtout que on connaît les côtés les plus mauvais qui est celui d'avoir un enfant drépanocytaire. La drépanocytose qui est ce problème majeur de santé. Après avoir compris c'est quoi la drépanocytose, on a parlé de la transmission, c'est une maladie qui est génétique. Alors passons maintenant à la symptomatologie ou la clinique. Quels sont les signes qui peuvent caractériser quelqu'un souffrant de la drépanocytose? Est-ce qu'il y a des signes particuliers liés à cette maladie? Alors, ici je vais parler de signes de façon générale et dans des termes faciles à comprendre. Les manifestations peuvent se différencier, peuvent être différentes selon que nous sommes chez un enfant, nous sommes chez un adulte, chez une femme, chez un homme. Des fois ça peut se différencier. Mais ici je vais parler de manifestations de façon globale, je les mets en 3 catégories. La première catégorie de signes, c'est ce que je peux appeler en des termes faciles des manifestations hématologiques. Les manifestations hématologiques, ça veut dire ce qui concerne le sang lui-même. Et là-bas, la manifestation la plus rencontrée, c'est l'anémie. Ce sont des personnes, ce sont des enfants qui ont souvent l'anémie. Ça veut dire qu'ils ont une baisse du taux d'hémoglobine, ils ont une diminution du sang. Et souvent, ils sont transfusés. Parce que c'est quelqu'un qui est là maintenant à l'hôpital, on fait des examens, on trouve qu'il n'a pas suffisamment du sang et on doit lui en ajouter. On doit les transfuser. Et cette anémie est chronique. Ça veut dire que ça dure longtemps. Pourquoi ça dure longtemps? Parce que le globule rouge SS n'ont pas une forme normale, comme le globule rouge chez une personne qui n'a pas cette maladie. Ce qui fait que le corps se dit, ah, ça c'est une forme anormale, je m'engage à détruire. Le corps qui se met à détruire les globules rouges qui n'ont pas une bonne forme, espérant le remplacer par les globules rouges qui ont une bonne forme. Or, nous savons tous que en cas de drépanocytose, toutes les cellules qui seront produites auront la même forme qui est la forme de banane ou la forme de croissant. C'est ainsi que les cellules seront détruites de façon continue et être encore en train d'être produites de façon continue. Et donc, ça fait un cercle vicieux. Voilà pourquoi il y a ces anémies-là à répétition. Mais à part les anémies, nous avons la deuxième catégorie de signes. Ce sont des manifestations thromboemboliques. Les manifestations thromboemboliques, ici beaucoup plus, ce sont des crises vaso-occlusives. Ce sont des enfants qui se plaignent des douleurs comme pas possible. Et d'ailleurs, la douleur fait partie des manifestations principales de cette maladie. Et cette douleur concerne souvent les os et les articulations. Ça veut dire que c'est un enfant qui va avoir des douleurs articulaires de temps en temps. Il peut se plaindre des douleurs qui concernent presque tous les os. Ça peut concerner aujourd'hui les bras. Après, ça peut concerner les os du membre de la jambe. Après, ça peut concerner les os du dos. Ça peut concerner les os du bassin. Donc, c'est de façon éparpillée. Et ces douleurs, des fois, concernent même l'abdomen. C'est un enfant qui peut se tordre des douleurs au ventre comme pas possible. Et quand ça fait mal comme ça, c'est une douleur très forte. C'est une douleur très forte. Nous avons eu des échanges avec certains patients qui disent que pour eux, cette douleur ressemble à quelqu'un qui a reçu un coup de marteau en plein thorax. Figurez-vous un coup de marteau, figurez-vous un coup de poignard que vous recevez du coup, c'est que ça fait. C'est une souffrance. C'est une souffrance. Oui. Il fait extrêmement mal. Mais en dehors de la douleur,
Nous avons également des infections à répétition. Là, nous parlons de crises infectieuses. Ces crises infectieuses viennent du fait que les enfants qui ont cette maladie, les personnes qui vivent avec la maladie, la drépanocytose, ont une atteinte au niveau de la rate. C'est la rate qui détruit normalement le globule rouge, même chez les sujets normaux. Alors chez eux, étant donné qu'ils ont un problème avec leurs globules rouges, la rate les détruit de façon continue. Donc ils travaillent beaucoup. Vous savez, même de façon simple. Plus on travaille, plus on s'épuise. C'est comme ça qu'avec la rate, plus elle travaille pour détruire les globules rouges, plus elle s'épuise. Ça entraîne ce qu'on appelle l'asplénie fonctionnelle. Donc la rate ne sait plus fonctionner parce qu'elle a beaucoup travaillé. Ça va d'abord donner un hypersplénisme. Donc la rate a beaucoup travaillé, elle devient un peu plus grosse à la cité. Ce sont des enfants qu'on incise le plus souvent. Ah non, il a la rate et on l'incise comme on le fait souvent à la cité. Plus elle a travaillé, elle va finir par ne plus travailler. Du fait qu'elle ne travaille plus, certaines infections commencent à profiter puisque la rate a aussi un rôle dans notre immunité ou la lutte contre les infections. Ce sont là les manifestations les plus couramment rencontrées. Mais chez les tout petits, je préfère dire un petit mot. Souvent chez les enfants de 3 à 9 mois, 6 mois et tout, nous avons généralement des manifestations qui commencent. Et c'est là qu'on peut commencer à suspecter la drépanocytose. Souvent ces manifestations, c'est notamment ce qu'on appelle les syndromes pieds-mains. Nous avons les gonflements de main et de pied. C'est un enfant, du coup, vous voyez que la main a gonflé. Vous remarquez que le pied commence à gonfler. Donc là, ça doit faire tiquer. Et c'est un enfant qui va commencer à pleurer parce qu'il a mal. Même s'il ne sait pas parler. Il a mal, il peut commencer à pleurer. Si vous touchez à ses os, il est en train de pleurer. Et puis aussi commencer à faire des anémies. Chez les enfants comme ça, c'est mieux d'aller les faire examiner très tôt pour éventuellement voir si c'est de ça qu'il s'agit. Ils portent la drépanocytose. Oui. Et par rapport à cette symptomatologie, vous avez parlé des douleurs, des anémies, des douleurs, et vous avez souligné le fait que c'est vraiment une douleur atroce. Pourquoi ? Voilà. Parce que la personne n'est pas vraiment dans un état de tranquillité. Et par rapport à ces symptômes, est-ce qu'il existe des facteurs favorisants ? Disons, il y a un facteur qui peut aussi favoriser les symptômes, mais aussi quelles sont les complications possibles ? Vous avez parlé de l'anémie, des douleurs, vous avez parlé de l'aspénie fonctionnelle et autres. Alors, il existe les facteurs favorisants. Ces facteurs favorisants beaucoup plus, je vais citer les plus couramment rencontrés, surtout en rapport avec notre milieu aussi. Parmi les choses qui font assez que ces enfants fassent souvent de crises, nous avons le froid. Il est très important d'éviter le froid chez les enfants qui ont cette maladie. Par exemple, lorsqu'on voit que la pluie va tomber, là, il va pleuvoir, on prend des précautions en lui donnant un pull. Ça permet d'éviter le froid parce que le froid entraîne ces crises. À part le froid, même la chaleur. Lorsque l'enfant est soumis à une très forte chaleur, surtout dans des moments où il fait extrêmement chaud, c'est un grand facteur favorisant de crise vaso-occlusive. En dehors de cela, nous avons aussi un manque d'hygiène suffisant. Lorsque nous avons un enfant qui n'a pas suffisamment la propreté, qui n'a pas une bonne hygiène, ça favorise les infections et ces infections vont entraîner de crises. Mais nous avons également le manque de vaccination. Normalement, les enfants qui ont cette maladie doivent être très bien vaccinés. Déjà avec le calendrier normal, avec les quelques vaccins qui sont gratuits. Dans notre programme de vaccination élargi, ces vaccins les protègent beaucoup. Et lorsque les enfants manquent ce vaccin, ça les prédispose à faire beaucoup de crises, ce qui n'est pas intéressant. Mais également, je peux dire de façon générale, la non-observance thérapeutique. Lorsque vous avez un patient, lorsque vous avez un enfant qui vit avec la drépanocytose, mais qui ne sait pas prendre correctement ce médicament, c'est un grand facteur de risque de faire de crise parce que ce sont des médicaments qui le maintiennent, qui le stabilisent et qui évitent certains types de crises. Lorsque c'est un patient qui ne sait pas prendre son traitement, eh ben, il est prédisposé à faire des crises. Voilà donc là il y a quelques facteurs de risque de faire des crises vaso-occlusives et qui constituent d'office des éléments à surveiller ou à éviter pour ne pas tout le temps être en crise. Est-ce qu'il existe des complications aussi ? Oui, bon, des complications, il y en a beaucoup. Oui. Ici,
au départ, j'ai dit que la drépanocytose est une maladie du sang. Et vous savez que le sang circule presque partout dans le corps humain. Notre corps humain vit grâce au sang. Parce que sans le sang, on ne sait pas vivre. Vous savez que le sang passe partout. C'est comme ça que les complications de la drépanocytose sont également systémiques et concernent presque tout le corps humain. Vous pouvez avoir des complications au niveau du cerveau. Avec la drépanocytose, c'est possible d'avoir un AVC à 6 ans. Nous avons déjà eu des patients qui vivent avec cette maladie, qui ont fait des AVC, des accidents vasculaires cérébraux, à 7 ans. C'est un enfant qui fait l'AVC. On pensait que c'était une maladie des vieux, mais... Oui, non, et pourtant, oui, l'AVC à la cité, on pense que c'est une maladie des vieux. C'est une maladie des vieilles personnes. Mais vous allez voir que avec la drépanocytose, ça peut arriver un peu plus tôt. Là, c'est au niveau du cerveau. Figurez-vous, dès que le cerveau est atteint, quelle peut être la suite? Ça peut concerner le cœur. C'est un enfant qui peut faire des atteintes cardiaques à cause de la drépanocytose. Ça peut concerner le rein. D'ailleurs, le rein en souffre le plus souvent. Donc, il y a des complications qui peuvent concerner le rein. Mais à part le rein, ça peut aussi concerner les autres organes. Ça peut même concerner les intestins. C'est un enfant qui peut faire un iléus. Ça peut concerner les os. C'est un enfant, vous allez voir certains enfants boitent, ils ont des difficultés à marcher parce qu'ils font ce qu'on appelle les ostéomyélites. Donc à cause de cette maladie, il y a eu atteinte de leurs os et c'est comme ça que finalement, ils ont une atteinte à la marche. Et ça peut même concerner les poumons. C'est un enfant qui peut faire un syndrome thoracique aigu, une très forte douleur dans le thorax et voilà, il est paralysé sur le plan respiratoire. Et ça peut même lui donner des difficultés à bien respirer. Ça peut même l'amener à ce qu'il soit soumis sous oxygène. Donc les complications sont vraiment énormes. Il peut y avoir même des complications au niveau de ses yeux, au niveau des oreilles. Donc des complications. Dans tous ces organes et parfois on néglige à la cité. Alors comment peut-on diagnostiquer la drépanocytose et quels sont les examens qui sont réalisés? Alors le diagnostic de la drépanocytose se base sur quelques éléments. Si je vais d'abord parler du diagnostic sur le plan clinique, donc déjà avec ce que nous avons essayé de citer comme les quelques signes qui font penser à la drépanocytose, on peut déjà suspecter la drépanocytose. Là, on peut dire, voilà, ici, il peut s'agir de la drépanocytose. Lorsqu'on suspecte, après, il y a des examens qui doivent être faits. Et les examens, nous avons les examens d'orientation, surtout dans des endroits où nous avons des limites par rapport aux moyens. Nous avons des examens qui nous orientent vers le diagnostic. C'est notamment le test d'Emel, mais ce sont des tests qui sont de plus en plus abandonnés. Nous avons les tests d'Itano par exemple. Et nous avons des examens de confirmation, c'est là que je préfère qu'on puisse beaucoup plus à télé. C'est notamment l'électrophorèse d'hémoglobine. C'est un examen qui va analyser l'hémoglobine et nous dire quel type d'hémoglobine la personne porte exactement. Est-ce que c'est l'hémoglobine AA, c'est l'hémoglobine AS ou c'est l'hémoglobine SS. Et les deux lettres que nous avons pour l'hémoglobine AA et AS, généralement sont les deux lettres qui identifient ou qui représentent les deux parents. Pour dire qu'une lettre est venue d'un parent et l'autre de notre parent. L'examen de base ici chez nous qui est le plus souvent réalisé, c'est l'électrophorèse d'hémoglobine. Mais nous avons également certaines analyses un peu plus poussées, des analyses moléculaires qui peuvent être faites et qui permettent également d'identifier bien évidemment cette maladie et la confirmer. Et par rapport à la prévention, quelles sont les mesures qui peuvent être adoptées? Et aussi, vous avez parlé d'une maladie qui est génétique, héréditaire. Oui. Par là, on sous-entend que les nouveaux mariés peuvent être aussi plus intéressés. Parce que pour ne pas aboutir à cela, en même temps aussi, vous allez donner votre mot de conclusion. Quel message pouvez-vous lancer à la communauté afin de lutter tous contre la drépanocytose? Alors, la prévention, ici je vais beaucoup plus parler de la prévention primaire. Et la prévention primaire consiste à éviter le mariage à risque. Le mariage à risque, qui sont des conseils, sont des mariages où nous avons le partenaire ASAS, le partenaire SSSS, le partenaire ASSS. Ce sont des mariages qui sont déconseillés. Et c'est par là que la prévention devrait commencer. Et je pense que cette prévention devrait être faite un peu plus tôt. Vous savez que nous avons la difficulté avec ces examens parce que c'est un examen qui est beaucoup plus fait dans les examens prénuptiaux. Et dans ces examens prénuptiaux, lorsqu'il est réalisé, souvent c'est un peu plus tard. Vous savez qu'il y a certaines personnes qui viennent le faire lorsqu'ils ont déjà prédoté, qui ont déjà doté
éventuellement, ils ont à 1 mois, 2 ou 3 mois de leur mariage. Ou bénédiction à l'église, mariage civil et tout ce qui va avec. Imaginez-vous si ils viennent faire et qu'il y a une incompatibilité. C'est comme ça qu'ils ont du mal à accepter la séparation. Parce qu'ils ont déjà eu à faire tout ce qui devrait être fait par rapport aux formalités. Mais pour ceux qui le peuvent, nous leur demandons toujours de pouvoir réaliser cet examen un peu plus tôt. Et bien même avant d'être dans une relation. Je pense que ça devrait être parmi les notions préliminaires. Lorsqu'on fait connaissance, on se donne certaines informations. Tu habites où? Tu fais quoi dans la vie? Une question peut être ajoutée. Quel est ton phénotype d'hémoglobine? Eh bien, ça permet de nous éviter. Et ici, avant de chuter, je vais rappeler un élément qui est souvent des confusions, c'est le groupe sanguin. Ici, lorsqu'on demande souvent aux personnes, mais quel est ton phénotype d'hémoglobine? Souvent, les gens disent, bon voilà, moi je suis O+, moi je suis A+, je suis B+, ainsi de suite. Et certains parents de patients disent, mais moi j'ai fait mon groupe sanguin, j'étais O+, comment est-ce que mon enfant est SS? Il y a cette confusion-là. Nous rappelons encore une fois de plus que le phénotype d'hémoglobine qui concerne la drépanocytose est différent du groupe sanguin. Ici, nous avons dit que nous avons des personnes qui sont AA, AS ainsi que SS. Alors que dans les phénotypes d'hémoglobine, dans les groupes sanguins, là nous avons des personnes qui peuvent être O+, O-, B+, B+, B-, A+, A-, AB+, AB-, ainsi de suite. Et là, c'est différent de ce dont nous parlions tout à l'heure en rapport avec la drépanocytose. Voilà. Et en conclusion, nous disons qu'aujourd'hui, il est vraiment inadmissible que nous continuions à avoir des personnes qui vivent avec la maladie SS qui viennent encore au monde, parce que les examens qui permettent de pouvoir identifier l'hémoglobine de chaque personne sont aujourd'hui faits presque gratuitement, et il y a souvent des campagnes qui s'organisent, et donc nous pensons que c'est très important que chaque personne vive en connaissant son statut d'hémoglobine. Il est vraiment très inadmissible de voir quelqu'un qui vit, qui ne connaît ni son groupe sanguin, ni son phénotype d'hémoglobine, ni son poids, ni sa taille. Bon, finalement, il n'a aucune information sur sa santé. Donc, c'est quand même très compliqué. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, cher docteur, pour votre présence. Nous voici à terme de notre émission, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Retenons que la drépanocytose est une maladie génétique héréditaire non transmissible. Elle peut être accentuée par le manque de connaissances. Il est important de pouvoir éviter certains comportements à risque, notamment la désinformation, mais aussi pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi la drépanocytose, il est important de se faire examiner, faire les tests à l'hôpital afin de connaître votre statut. Pour ceux qui peuvent être porteurs, éviter les infections. Il est aussi important de pouvoir éviter le froid, boire de l'eau, maintenir vraiment son hygiène de vie afin de se porter en bonne santé. Il s'agit de votre émission Éco-Santé et nous étions en présence d'un éminent médecin, Dr Jean Kabamba. Il est médecin des hôpitaux, il est spécialiste, il est détenteur d'un diplôme interne universitaire en drépanocytose. Il est aussi membre du réseau contre la drépanocytose et membre de la société de la drépanocytose. Merci pour sa présence, merci chers téléspectateurs pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe technique. Nous vous disons merci pour nous avoir accordé ce temps. Nous vous donnons un prochain rendez-vous pour une nouvelle édition d'Éco-Santé. Portez-vous bien et à très bientôt.